Emel a été présidente du jury prix jeune chercheur en biologie et biotechnologie, et actuellement elle nous propose une mini-conférence qui s'intitule « Le design au cœur du vivant ». Merci beaucoup, Emel, pour avoir initié cette série de mini-conférences. À toi la parole. Alors, merci, Amel. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous ce thème intitulé donc, « Le design au cœur du vivant ». Je dois dire que j'aurais pu présenter un autre thème. Par exemple, des thèmes plus proches de ma recherche, en particulier les côtés de psychologie marine, les effets de la pollution sur les organismes marins. Mais je ne sais pas, il y avait une partie de moi qui avait envie de clôturer l'année 2021 en beauté. Et c'est une année qui n'était pas facile pour tout le monde et partout dans le monde. Donc, j'ai décidé donc de retenir ce thème pour cette série de mini-conférences. Alors, voilà, donc c'est pour clôturer en beauté 2021. Alors, je ne prétends pas être spécialiste ni du design ni de l'art, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je voulais partager des éléments de ma recherche et ma bibliographie sur cette question. Alors, cette conférence s'organise en 3 grands volets. Le premier, c'est le biomimétisme. La deuxième partie se focalise sur un naturaliste connu qui s'appelle Ernest Haeckel. Et je vais terminer par un ensemble d'exemples de l'utilisation du biomimétisme dans différents domaines, la recherche et développement, du domaine de l'aéronautique, de l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a du bruit, je ne sais pas comment... Oui, il y a de l'écho. Est-ce que vous pouvez tous éteindre vos micros? On peut avoir de l'écho. Rappelons-la de l'écho. Alors, je continue. Donc, je disais que cette conférence comporte 3 volets. Le premier sur le biomimétisme, le deuxième sur Ernest Haeckel et le troisième, c'est des exemples sur le biomimétisme. Alors, d'abord, je commence par le biomimétisme qui est apparu dans les années 90 et qui consiste à s'inspirer des formes, des fonctions, des systèmes que l'on trouve dans la nature afin de développer des innovations soutenables d'un point de vue écologique. Donc, ce concept d'innovation, bien que très avancé d'un point de vue théorique et aussi, il fait l'objet de plusieurs travaux de recherche partout dans le monde, l'application réelle du biomimétisme donc dans l'industrie reste assez modeste et limitée. Alors, le premier, je pense que l'un des premiers qui s'est inspiré de la nature pour créer son célèbre ornithoptère, c'est Léonard de Vinci, donc, qui a créé sa machine inspirée donc, des ailes d'oiseaux, donc l'ornithoptère. Et on peut même dire que c'est le véritable premier chercheur qui est attaché, qui est attaché au domaine du biomimétisme. En plus, Léonard de Vinci nous a dit va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Alors, depuis, bon, il y a eu beaucoup de travaux sur le biomimétisme, donc je vais revenir après aux différents exemples, mais d'une manière générale, le biomimétisme trouve des applications dans divers domaines, en particulier dans l'architecture, le design, la technologie, l'ingénierie, la conscience écologique. Et j'étais invitée il y a 2 ans à l'École des Beaux-Arts de Sfax pour présenter justement le thème le design au corps du vivant pour des étudiants spécialistes qui faisaient un master de design produit. Alors, maintenant, la deuxième partie de cette conférence s'intéresse à Ernest Haeckel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Ernest Haeckel. En fait, ça rejoint les systèmes de classification qui sont admises depuis l'Antiquité
la séparation du monde vivant en monde animal et monde végétal, donc admise depuis l'Antiquité, qui a été codifiée au XVIIIe siècle par le naturaliste suédois Carl Linné, qui nous a permis qui a établi un système de classification, une taxinomie, qui a mis en place la nomenclature binomiale et qui nous a appelés Homo sapiens, donc homme sage. Mais bon, la question, sommes-nous réellement sages? On verra ça à la fin de cette conférence. Alors, après ce système de classification en deux règnes, il y a eu d'autres chercheurs qui se sont intéressés à la classification. Et entre autres, il y a Ernest Haeckel, qui est un biologiste, philosophe. C'est un médecin spécialiste de l'anatomie. Et en 1894, Ernest Haeckel proposait un système de classification à trois règnes, les protistes, le règne animal et le règne végétal. Mais bon, depuis cette période, il y a eu d'autres évolutions au niveau de la microscopie optique et électronique, et aussi des développements de la biologie moléculaire et de la génétique qui ont permis d'affiner encore plus et de proposer des systèmes de classification à 5 règnes et même plus. Alors, ce qui nous intéresse dans cette conférence, c'est Ernest Haeckel, parce que c'est un naturaliste qui a laissé vraiment une trace et un impact significatif dans le monde du vivant, dans les illustrations et dans le domaine du biomimétisme. Alors, Ernest Haeckel était un explorateur, un scientifique, un chercheur, et grâce à la microscopie optique, il était capable d'observer des organismes dans leurs détails. Et ce qu'il a fait en plus par rapport à d'autres chercheurs, c'est qu'il a dessiné. C'était un artiste. C'était un artiste avec un grand A, et il était capable donc de traduire ce qu'il observait au microscope tout en respectant les proportions, en jouant sur les nuances, les couleurs, les contrastes, etc., de représenter ces organismes. Alors, pour lui, la biologie était fortement apparentée avec son art et son grand talent d'artiste fut fortement marqué par la symétrie qu'il a constatée au niveau de ces organismes, la symétrie radiaire, la symétrie donc tétraradiée, pentaradiée, la symétrie bilatérale ou autre. Donc, les images, il a dessiné des organismes phytoplanctoniques, il a dessiné des méduses, plusieurs donc, catégories d'organismes. Je vais vous présenter quelques planches qui sont d'une beauté particulière et qui ont pu inspirer ensuite des architectes, des artistes donc de son époque. Donc, il a publié entre 1899 et 1904 un livre intitulé Forme artistique de la nature. C'était l'original, c'est en allemand. C'est un ouvrage qui a été traduit en plusieurs langues et il était publié sous forme de cahier, donc de planches. C'est pour cette raison la publication s'est étalée sur 5 ans. Alors, parmi les exemples, vous avez ici une planche qui représente les méduses. Donc, il parle de symétrie et là, on est dans une symétrie tétraradiée. Donc là, c'est on a une symétrie radiaire tétraradiée. Il a aussi, donc, il avait un sens aigu de l'imagination et du graphisme. Donc, il pouvait traduire ce qu'il observait avec grande fidélité. Alors, les planches, quelques exemples des planches d'Ernest Haeckel. Alors, on voit ici, par exemple, une planche pour les échinodermes, donc l'oursin, donc la symétrie pentaradiée. Donc, vous voyez les détails, les différentes prises de vue, la face ventrale, la face dorsale, des coupes effectuées. Donc, ça, c'est un exemple d'échinoderme. Un deuxième exemple, toujours les échinodermes, mais l'étoile de mer, comme vous pouvez le constater, c'est une symétrie pentaradiée. Et vous voyez un peu à quoi ressemble une planche dessinée par Ernest Haeckel. Il a dessiné les cordées. Donc, vous avez ici une autre planche sur les cordées. Une autre, donc, les siphonophores, les radiolaires. Donc, pour lui, l'art et la nature donc, sont associés. Donc, ces représentations eurent une influence décisive sur le courant de l'art nouveau au début du XXe siècle, notamment l'école de Nancy. La porte qui a été créée pour l'exposition universelle
était un exemple inspiré de l'œuvre d'Ernest Haeckel. Vous avez ici le cas des radiolaires. Ici, vous avez un exemple de radiolaire qui a servi pour la construction, hein, de la porte de l'exposition universelle en 1900. Voilà, vous avez ici l'exemple du radiolaire et la porte inspirée par René Binet, qui était un architecte connu à l'époque et qui s'est beaucoup inspiré des planches et des travaux de Ernest Haeckel. Alors, Binet a également conçu, c'était un architecte, mais en même temps c'est un artiste, c'est un designer, il a conçu des lustres, il a conçu des objets de décoration inspirés justement de l'œuvre d'Ernest Haeckel qui utilise comme base des organismes marins en particulier. Alors ça, c'est l'exemple de Méduse, c'est aussi la planche. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Donc les exemples, bien sûr, le biomimétisme, on va le trouver avec des applications dans le domaine artistique ou le domaine du design, mais on peut avoir aussi des applications dans le domaine des recherche et développement, technologiques, en aéronautique, dans les technologies des semi-conducteurs, etc. Alors, vous avez ici un premier exemple des bijoux bio-inspirés. Donc, ça, c'est pas les bijoux, ça, c'est les planches d'Ernest Haeckel. Et voilà, à partir de radiolaires, vous avez ici la structure au microscope électronique d'un radiolaire. À partir d'un radiolaire, donc, il y a des modèles de bijoux qui sont inspirés de radiolaires. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, au musée d'océanographie de Monaco, il y a des lustres en verre, et ces lustres en verre sont fabriqués, tout en étant inspirés de modèles de méduses. Vous voyez ici la symétrie tétraradiée, c'est-à-dire avec 8 multiples de 4 de toute façon, de méduses qui constituent donc le lustre du musée océanographique de Monaco. Alors, un autre exemple, l'Opéra Garnier de Paris. Donc ici, vous avez la coupole avec donc ce système de symétrie radiaire, encore une fois, inspiré de la méduse Discomédusa, donc que j'ai utilisé pour illustrer la première page de cette présentation. Donc, ça, c'est l'Opéra Garnier avec tous les détails bio-inspirés des planches de Ernest. Alors, il y a d'autres exemples, bien évidemment. Bon, par exemple, la coupole du magasin Printemps Paris également. Donc, l'architecte s'est inspiré de ce modèle de symétrie donc tétraradiaire. Ici, il y a les axes, il y a 8 axes, bien sûr, avec des remaniements, mais là, on trouve toujours, ça c'est le système, les 4, ça ressemble aux 4 gonades qu'on trouve sur l'ombrelle de la méduse. Donc, on est dans un système de symétrie tétraradière. Alors, d'autres exemples de biomimétisme. Donc, les artistes, bien évidemment, au-delà des planches effectuées par Ernest Haeckel, le développement de la microscopie optique et de la microscopie électronique ouvre devant les artistes une infinité de possibilités pour créer, pour dessiner, pour concevoir des objets, car le monde macroscopique ne comporte pas suffisamment de beauté pour réaliser de belles choses. Donc, quand on plonge encore dans la dimension microscopique, nanoscopique, on peut avoir encore des exemples à l'infini pour créer. Alors, ça c'est très simple, c'est une bulle de savon, hein, observée au microscope. Une bulle de savon, comme vous pouvez le voir, mine de rien, sous un microscope, ce que nous offre une bulle de savon, alors il y a d'abord les formes, une certaine, enfin, le mouvement, les contrastes, un côté aléatoire donc de la structure ou de l'image, qui, moi, si j'étais artiste, je me serais inspirée de cette bulle pour faire quelque chose. Alors, un autre exemple, l'agate brésilien, donc l'agate est formée de quartz microcristallin appelé chalcédomine.
Alors, c'est une observation microscopique avec la lumière polarisée, avec une épaisseur de 30 micromètres et une largeur de 2 mm. Donc, comme vous pouvez le voir, l'agate traversée par la lumière polarisée ressemble à un vitrail artistique. Donc, vitrail artistique, il n'y a pas de plan de symétrie, mais il y a un contraste dans les couleurs et je ne sais pas, j'ai pas tous les termes pour décrire ce qui est beau, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une source d'inspiration. Très intéressant. Alors maintenant, on passe à la recherche et développement. Alors là, ça on va au niveau de la Silicon Valley, donc le silicium, et donc là, si vous avez ici sur cette figure, il y a les diatomées, le cas des diatomées, donc le silicium produit par le phytoplancton, un diatomée, le phytoplancton, qui existe depuis 60 millions d'années. Comme vous pouvez le voir, regardez la structure de ce diatome. Donc c'est une structure en silice. Et vous savez que maintenant, à la Silicon Valley, on fabrique des semi-conducteurs. Bon, c'est une industrie qui coûte très très cher, mais vraiment, si on arrive à s'inspirer de ces modèles, ou peut-être approfondir le système de fonctionnement et de fabrication du silicium à une échelle nanoscopique, je pense que ça va développer encore et encore la recherche dans ce domaine. Alors, un autre exemple. Alors, je vais prendre un exemple d'arthropode. Ça, c'est la crevette menthe. Alors, la crevette menthe, c'est une crevette qui casse bien les crabes, qui a une très très grande force dans ses mandibules pour se nourrir. Donc ça, c'est une partie. Mais ce qui m'intéresse, et ce que je voulais partager avec vous, c'est les yeux. Donc le système visuel de la crevette menthe est un des systèmes visuels les plus sophistiqués au sein du monde animal. Elle a des yeux qui bougent, qui peuvent tourner jusqu'à 360 degrés. Il voit la lumière polarisée. Donc, elle a une vision exceptionnelle des couleurs grâce à la présence de 16 cônes au niveau de la rétine, donc avec 12 photopigments. Donc, elle voit beaucoup plus de couleurs que nous. Alors, ce modèle, c'est les yeux de la crevette menthe, a inspiré des chercheurs pour la création de caméras bio-inspirées, utilisables dans les voitures autonomes, dans la géolocalisation sous-marine ou pour détecter des cancers dans des biopsies. Donc ça, c'est un exemple de biomimétisme et de ses applications. Alors, un autre exemple emprunté aux vertébrés sélaciens, donc le requin. Alors, si on observe la peau du requin en microscopie électronique, on va voir qu'il y a de minuscules denticules. Elle canalise l'eau le long du corps et améliore ainsi l'hydrodynamisme et aussi un effet anti-turbulence. Alors, cette structure a inspiré l'industrie aéronautique, notamment Airbus, avoir des matériaux aérodynamiques, d'accord, inspirés donc de la structure anti-turbulence. Un autre exemple, là on est avec les mollusques gastéropodes. Un premier exemple, c'est Conus marmoreus. Donc en fait, c'est ce conus est capable il a une toxine, une conotoxine qui s'appelle la nutoxine, qui est maintenant utilisée en neurotechnologie et en nanotechnologie, et dont le prix varie entre 500 et 800 € par milligramme. Bien sûr, il ne faut pas épuiser la réserve de conus, la réserve naturelle, il faut tout simplement aller étudier ces molécules et faire des copies donc, par synthèse chimique. Donc ça, c'est un exemple très intéressant qui commence à prendre son chemin industriel. Alors, un autre exemple, le Conus magus, ça c'est un exemple connu de l'industrie pharmaceutique, puisque le médicament, donc ziconotide, c'est un analgésique qui est utilisé, qui a été copié chez Conus magus pour atténuer les douleurs liées à la chimiothérapie, et aussi présente une alternative intéressante à la morphine. Un autre exemple de gastéropode, il s'agit de l'ormeau. Donc, l'ormeau a une coquille qui est composée de tuiles de carbonate de calcium qui sont empilées comme des briques. Entre les couches de tuiles se trouve une substance adhésive riche en protéines. Donc, c'est une structure qui a inspiré des industries qui fabriquent des revêtements résistants, par exemple des gilets pare-balles, ou aussi
pour d'autres tenues de protection ou même des structures, construction de structures blindées. Alors, vous avez ici au microscope électronique la structure blindée de la coquille de l'ormeau, donc Aleotis tuberculata. Alors, la coquille est formée donc par la superposition, comme vous pouvez le voir, et c'est un système qui amortit très bien donc, les chocs. Donc, il est très, très résistant. Alors, vous avez l'exemple du byssus de la moule. Je pense que c'est un exemple très connu, puisqu'on maintenant on utilise de plus en plus les fils de suture. C'est une colle naturelle, donc avec des particularités intéressantes par rapport aux colles synthétiques. Alors, vous avez aussi dans les mollusques céphalopodes, il y a donc la sèche qui a fait l'objet de travaux de recherche chez Samsung pour la fabrication justement des nouvelles générations d'écrans, en particulier les écrans flexibles. Alors, le concombre de mer, donc sa capacité à s'amollir ou se rigidifier en fonction du milieu, là, ça a permis la fabrication d'électrodes souples à implanter dans le cerveau pour une meilleure utilisation médicale, ce qui va aussi permettre le traitement de la maladie d'Alzheimer dans le futur. C'est pas encore au point. Un autre exemple avec l'oursin. Alors, l'oursin comporte une pièce buccale qui se trouve dans la face ventrale, et cette pièce buccale, elle s'appelle la lanterne d'Aristote. Alors, la lanterne d'Aristote, c'est un dispositif très puissant qui permet à l'oursin de mastiquer les algues. Alors, ce système a été utilisé pour la création de pinces capables d'échantillonner des sédiments sur d'autres planètes, telles que Mars. Alors, pour conclure, donc la nature, elle est vieille de 3,8 milliards d'années. Elle est créatrice, c'est une immense source d'inspiration. Alors, pendant des décennies, la technologie nous a souvent éloignés de ces principes naturels. La technologie a agressé la nature. Nous avons pollué la nature. Il y a des espèces qui ont disparu. Nous n'avons jamais été respectueux de la nature en général. Donc, maintenant, on est dans une autre démarche et j'espère qu'on va changer de paradigme. Donc, on peut utiliser la nature comme modèle pour le biomimétisme, donc une nouvelle science qui étudie les modèles de la nature pour les imiter, pour s'inspirer de leur design, de leur processus pour résoudre des problèmes humains. La nature comme mesure. Le biomimétisme propose d'utiliser des standards d'écologie pour juger la justesse de nos innovations. Donc là, avec l'âge, les années d'évolution, je pense que la nature, elle sait beaucoup plus que nous. Elle sait ce qui marche, ce qui est approprié et ce qui va durer. Alors, on peut aussi considérer la nature comme notre mentor, puisque le biomimétisme est une nouvelle manière de considérer et d'apprécier la nature. Il introduit une ère fondée, non pas sur ce que nous pouvons extraire du monde naturel, mais ce que l'on peut apprendre de lui, comme l'a dit Léonard de Vinci, c'est-à-dire que nous devons observer la nature pour apprendre. Alors maintenant, on parle de 3 niveaux du biomimétisme ou d'imitation de la nature. D'abord, le niveau 1, c'est le niveau design, trouver des formes intéressantes au microscope électronique, microscope optique, comme un peu ce que je viens de vous montrer, imiter les formes. Ça reste quand même un niveau primaire. 1. Le niveau 2, il s'agit d'un niveau technologique qui va permettre d'imiter les fonctions, imiter les processus. Le niveau 3 est un niveau encore plus avancé, mais je ne pense pas qu'on est encore dans le niveau 3. Il s'agit du développement durable et un jour, pouvons-nous imiter les écosystèmes. Voilà donc... alors la question que je vous pose à la fin, sommes-nous réellement des homo sapiens? Sommes-nous réellement des hommes sages après tout ce que nous avons fait? Je vous laisse les soins de me répondre après. Et je termine avec une citation. Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Amel. Merci pour cette très belle conférence.